Un été très animé vient de s'achever au CERN avec l'annonce des premiers grands résultats du LHC lors des conférences de physique de cet été. Ce sont ces mêmes résultats auxquels nous allons nous intéresser aujourd'hui avec nos invités Monica, Christophe et Yves. Nous allons parler du Higgs-boson, du boson de Higgs en français, du modèle standard, mais aussi de supersymétrie et de particules qui semblent être un peu pressées. François vous a préparé une minute d'apprentissage sur la matière noire et Stéphane, comme d'habitude, nous emmène en voyage quelque part à travers le CERN. D'ailleurs, François, Stéphane, vous venez me rejoindre? Oui, Alain, nous testons actuellement une nouvelle technologie d'accélération. Nous voyageons à environ 0,0000003% de la vitesse de la lumière. Nous approchons de l'absorbeur de faisceau. Et nous arrivons tout de suite. Juste après le générique. Bienvenue, l'arrivée est forte. Bonjour Anna. Bonjour et bienvenue donc à cette nouvelle émission mensuelle What's New at CERN, quoi de neuf au CERN. Bienvenue à vous Yves, Monica, Christophe, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes tous les trois physiciens des particules au CERN, vous travaillez sur le LHC. Le LHC qui fonctionne maintenant à des énergies inédites depuis plus d'1 an et demi. Vous avez déjà accumulé beaucoup de données et maintenant tout ce qu'on attend, ce sont les découvertes. Donc ma première question serait la suivante. Pour vous Yves, à quoi ressemble une découverte? Si on cherchait le boson de Higgs, comment est-ce que le physicien verrait-il le résultat? Il faut voir on peut voir un petit peu les collisions de proton-proton comme un feu d'artifice à l'intérieur de ces grands détecteurs d'une complexité inouïe, où le proton c'est la fusée et le Higgs c'est la composition chimique et ce que l'on voit dans le ciel évoluer sont les signatures de cette composition chimique. Alors on regarde dans ces détecteurs qui font un petit film de ces collisions, on reconstruit les trajectoires dans l'état final et comme ça on remonte aux propriétés de l'objet que l'on cherche, en l'occurrence le boson de Higgs, et on regarde si par exemple une de ces propriétés, par exemple la masse, s'il y a une accumulation d'événements avec des caractéristiques particulières dans un domaine de masse particulier au-delà d'un bruit de fond qui serait par exemple plat. C'est une très belle image. Monica, comment est-ce qu'on peut être sûr de l'interprétation de ces mêmes résultats? Pour être sûr de l'interprétation, il faut que les résultats soient cohérents, qu'ils soient consistants. Donc, on peut regarder dans plusieurs distributions. On peut essayer d'utiliser plusieurs techniques pour mesurer la même chose. Il faut que les résultats soient les mêmes, donc la cohérence. Et même mieux, si on a deux équipes qui travaillent sur deux manips qui peuvent faire un cross-check, donc une vérification l'un du résultat de l'autre, ça c'est évidemment la façon idéale de vérifier la consistance et la reproducibilité du résultat. Oui, la collaboration est essentielle. Yves, vous travaillez sur l'expérience CMS, dont la quête principale est le boson de Higgs. Donc rappelez-nous brièvement pourquoi est-ce important de le trouver. Le Higgs est essentiel dans la théorie pour préserver la beauté de la théorie, pour préserver les symétries de la théorie. En l'absence du boson de Higgs, en fait, la théorie a des prédictions tout à fait catastrophiques à l'échelle du TeV. La théorie, en fait, meurt à l'échelle du TeV. Donc, pour préserver la théorie fondamentale des interactions fondamentales, on a besoin de boson de Higgs. Et peut-on déjà dire s'il existe ou pas? On ne peut pas dire pour l'instant si le boson de Higgs existe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à reconstruire des événements qui ont des caractéristiques qui ressemblent aux caractéristiques attendues pour le boson de Higgs. On a besoin d'accumuler des événements, d'accumuler de la statistique pour voir si on a effectivement une accumulation anormale d'événements à quelque part dans l'espace des paramètres. On a déjà des résultats très significatifs où on a, disons, exploré une plage importante de paramètres possibles pour la théorie. On a exclu un domaine de masse très important déjà au LHC. Mais quelles seraient les implications si vous ne le trouviez pas? Si on ne trouve pas, c'est dramatique et extraordinairement excitant en même temps. Si on ne trouve pas, ça veut dire que déjà la théorie, comme je disais, a un problème majeur, fatal à l'échelle du TeV. D'autre part, si on ne trouve pas, les théories les plus élégantes de supersymétrie sont rejetées, les théories minimales, ça veut dire qu'on perd le candidat de la matière noire, au moins dans les théories minimales. D'autre part, c'est excitant parce que la machine a été conçue pour explorer l'échelle du TeV, où il doit nécessairement apparaître une nouvelle physique pour sauver les symétries de la théorie fondamentale. D'accord, et c'est une merveilleuse chose devant nous, effectivement. Une autre recherche majeure du LHC, c'est la matière noire. François, je te donne 60 secondes pour tout nous dire. 60 secondes, ça va être court, mais on y va.
Lorsque l'on observe les galaxies autour de nous, on constate que les étoiles en périphérie de celles-ci tournent beaucoup plus vite que ce que la loi de la gravité avait prédit. C'est comme si les galaxies baignaient dans un halo de matière invisible très massive. Comme cette matière est invisible, on l'a appelée matière sombre ou matière noire. Ce qui est impressionnant, c'est que les physiciens ont estimé que cette matière noire représente 80% de la matière de l'univers. Mais bien que plusieurs théories tentent de définir de quoi elle est faite, elle n'a pas encore été observée ni étudiée. C'est seulement par observation indirecte de son influence sur les galaxies que nous sommes convaincus de son existence. Allumer la lumière ne suffira donc pas pour voir la matière noire, mais les expériences du LHC vont peut-être nous apporter des réponses sur sa composition. Donc Christophe, vous travaillez pour l'expérience Atlas, également en quête du boson de Higgs, mais aussi d'autres particules dont certaines sont candidates à cette matière noire. Parmi elles, il y a les particules supersymétriques. Pouvez-vous nous expliquer comment on peut trouver des particules qui sont justement indétectables? Alors effectivement, les particules supersymétriques, la plus légère d'entre elles pourrait effectivement constituer la matière sombre. Alors en fait, cette particule, elle est invisible pour nous, elle ne laisse aucune trace dans le détecteur. On la détecte simplement par ce qu'elle emporte de l'énergie de la collision avec elle. Et donc, on va se retrouver avec moins d'énergie que ce que le LHC avait injecté au départ dans la collision. Donc, on va identifier cette particule par le manque d'énergie à l'intérieur de la collision. Donc, c'est en fait ce qu'on utilise principalement pour trouver ces particules invisibles. Donc, pour l'instant, ces particules supersymétriques sont de l'ordre de l'hypothèse. L'équipe est allée rencontrer John Ellis, célèbre théoricien, qui nous dit tout sur la supersymétrie. La supersymétrie est une très belle théorie qui pourrait en principe résoudre beaucoup des problèmes qui sont laissés ouverts par le modèle standard. Par exemple, ça peut aider le boson de Higgs à faire son job de donner des masses aux particules, ça peut expliquer la matière noire, ça pourrait aider à unifier les interactions fondamentales et ça joue un rôle fondamental dans la théorie des cordes. Donc, pour les théoriciens, c'est une théorie très très attirante. Mais, jusqu'à maintenant, avec les résultats de l'été, le LHC n'a pas trouvé signe de la supersymétrie. Est-ce que ça veut dire que les particules supersymétriques sont plus lourdes? Est-ce que ça veut dire que la supersymétrie se cache d'une manière qu'on n'avait pas prévue? On ne sait pas. Mais de toute façon, on va continuer la recherche de la supersymétrie en allant aux masses plus élevées et en regardant d'une autre manière. Donc Christophe, Atlas, l'expérience Atlas, les résultats étaient vraiment figurants dans les conférences de l'été. En dehors du X, quels ont été les principaux résultats évoqués? Alors, ce que je trouvais très intéressant, c'est de voir effectivement ces limites d'apport de CMS, Atlas, LHCb sur les particules qui pourraient expliquer la matière sombre, mais nous avons également les résultats de l'expérience Xénon, qui est une recherche directe de la matière sombre, et également les expériences de satellites, notamment le Fermi, qui recherche également la matière sombre. Donc tout ça, on est en train d'explorer tout un nouveau domaine relativement rapidement par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années. C'est tout devant nous. Et toi, François, tu as des nouvelles de l'été qui étaient aussi chargées, mais dans d'autres domaines? En effet, très rempli l'été au CERN, Anna. Fin août, début septembre, le Festival des Arts Numériques Ars Electronica de Linz, en Autriche, a démarré une collaboration de 3 ans avec le CERN, ceci dans le cadre de la nouvelle politique culturelle du CERN qui était annoncée un peu plus tôt cette année. Alors, ce festival, qui s'appelait Origine, un nom tout à fait prédestiné pour le CERN, a été l'occasion de lancer le premier appel pour le programme d'artistes en résidence Collide at CERN. Alors, comme son nom indique, ce programme va permettre à des artistes de venir résider au CERN et de s'intégrer à sa communauté. D'ailleurs, les artistes qui sont intéressés peuvent toujours postuler jusqu'au 31 octobre. Alors, beaucoup d'artistes sont très intéressés de se rapprocher du CERN et de ses expériences. On a eu début août la visite de Alan Parsons, le fondateur du groupe Alan Parsons Project, qui a fait un petit détour lors de sa tournée pour venir voir le CERN. Il est venu ici spécialement pour nous voir. Et également, dans un futur proche, le CERN va collaborer avec le réalisateur David Lynch, qui va démarrer un spectacle qui s'appelle Mathematica à la Fondation Cartier à partir du 21 octobre. Et le CERN va participer à cela.
Plus récemment, le 23 septembre, le CERN a accueilli la Nuit des chercheurs. Plus de 200 jeunes âgés de 13 à 18 ans ont eu l'occasion, avec des physiciens, d'aller dans les centres de contrôle du LHC et de ses différents détecteurs, où les physiciens ont pu partager leur passion pour la science et leur expliquer un peu leur travail quotidien. Les parents qui accompagnaient ces jeunes ont pu participer à un café scientifique, poser des questions. Donc cela fait partie d'un plus gros projet qui s'appelait donc la Nuit des chercheurs dans toute l'Europe, donc géré par l'Union européenne, la Commission européenne, et il y avait des événements dans plus de 320 villes. Et ensuite, finalement, le 16 septembre, le CERN a confirmé qu'Israël, qui était déjà observateur du Conseil du CERN depuis 1991, est devenu État membre associé du CERN. Donc cela illustre l'actuelle expansion du CERN bien au-delà des frontières historiques de l'Europe. Merci beaucoup François. Monica, l'expérience LHCb, elle aussi, a été sur les agendas des conférences d'été. Donc LHCb se penche plutôt sur les différences entre la matière et l'antimatière en regardant le Beauty Quark ou B-Quark. Et les résultats sont déjà solides. Qu'est-ce que pouvez-vous nous dire de plus? D'abord, je peux dire que les gens de l'HCB sont extrêmement contents parce que l'expérience marche très très bien. Ce n'était pas du tout évident d'arriver à avoir des résultats aussi beaux et propres et convaincants. Et c'était effectivement, nous avons démontré qu'avec la statistique que nous avons accumulée jusqu'à maintenant, qui est toute petite par rapport au programme du LHC, du LHCb, la précision que nous avons obtenue sur des canaux de branchement qui sont très supprimés, très, très petits dans les modèles standards, et qui pourrait être influencé par la nouvelle physique est énorme et supérieure à la précision obtenue par d'autres expériences aux États-Unis et au Japon qui ont travaillé pendant des années et des années. Donc ça, c'était un résultat remarquable qui a été très apprécié par la communauté scientifique en général. Tout à fait. Vous avez parlé du modèle standard, donc, qui entre autres décrit l'ensemble des particules qui constituent la matière. Est-il toujours valable? Malheureusement, je pense que oui. Donc, le LHC est en train d'essayer de vraiment stresser le modèle, faire des stress tests du modèle standard, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas trouvé de déviation par rapport à cette théorie qui nous accompagne depuis des années. Merci beaucoup. Stéphane, où nous emmènes-tu? Eh bien, Anna, je vais me téléporter dans un bâtiment très spécial du CERN qui abrite de nombreux éminents physiciens. Suivez-moi. Je suis au sommet du bâtiment 40, un bâtiment conçu par un groupe d'architectes de Lausanne et bâti dans les années 90 pour accueillir le nombre croissant de physiciens du monde entier qui viennent au CERN. Baigné par la lumière du jour, en plein milieu du bâtiment, une très agréable cafétéria. De forme circulaire, le bâtiment 40 rappelle la forme des accélérateurs de particules. Il symbolise aussi l'ouverture et la convergence des scientifiques et des idées. Sur 6 niveaux, physique à tous les étages. Des centaines de postes de travail. C'est une magnifique boîte à cerveau. De nombreuses salles de réunion. À cette heure-ci, le Muon Analysis Task Force. 2 niveaux en sous-sol, avec des salles de conférence. A tout de suite, Anna. Comme on dit, welcome back. Le CERN est régulièrement présent dans les médias et le vendredi 23 septembre, il n'aura échappé à personne la nouvelle extraordinaire concernant des mesures qui indiqueraient des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Et oui, Anna, pour une fois, les neutrinos, qui sont des particules insaisissables, n'auront échappé à personne. Pour rappel, l'expérience Opera, qui se trouve en Italie, observe des neutrinos qui sont envoyés depuis le CERN à 732 km de distance. Et très récemment, les physiciens de Opera ont mesuré des neutrinos qui allaient très légèrement plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est impossible d'après la théorie de la relativité. Alors pendant des mois, ils ont fait des recherches pour trouver où était l'erreur dans les mesures, les modèles, leurs appareils, mais ils n'ont rien trouvé.
Alors ils ont appelé à la rescousse la communauté scientifique internationale pour que cette communauté scientifique revérifie leurs résultats et trouve où était la faille. Et cet appel au secours, ou cet appel mondial, a déclenché une vague dans la presse internationale. Et là, j'ai quelques chiffres, Anna, des milliers d'articles, des blogs un petit peu partout, 150 000 visiteurs sur la page du CERN, 122 000 connexions lors du séminaire qui a été diffusé sur le web, le séminaire donné par Dario Autiero, le scientifique qui a fait ces mesures très, très étranges. Et pourtant, en parlant de ces mesures, il ne s'agit que de mesures assez incertaines, comme le dit le porte-parole de l'expérience Opera, Antonio Ereditato. You know, we would like to be very prudent at the moment. We would like just to say that we made a measurement, this measurement is accurate, and therefore we would leave to the entire community, which is actually the goal of this seminar today, such a way that the whole community could tell us, give us interpretations or suggestions, and certainly one thing which is fundamental, redo the experiment in different conditions, different groups, different people, and hopefully to find the same result. Quelques statistiques toutes fraîches et très intéressantes. Il paraît que ce jour-là, il y a également eu 2 fois plus de personnes qui se sont connectées au site de recrutement en ligne du CERN, donc on aura peut-être de nouveaux collègues. Merci les neutrinos. À très bientôt, chers nouveaux collègues. Pour revenir sur cette incertitude de mesure, cette incertitude a été louée par la presse internationale comme un exemple de la démarche scientifique. Et puis maintenant, je vais vous donner quelques couvertures de journaux du monde entier. Je vais commencer par le site des BBC News qui parle des résultats sur la vitesse de la lumière qui sont en ce moment examinés à la loupe dans le monde entier. Ensuite, The Economist qui a publié un très joli poème sur la vitesse de la lumière. Je ne vais pas vous le lire ici, mais je vous laisse le découvrir sur leur site web. Le Monde qui lui parle d'un exemple pour la méthode scientifique et qui a fait tout un article très très intéressant, très émouvant sur la méthode scientifique. Et je terminerai avec le New York Times qui cite un des blogs du CERN, le Quantum Diaries. Et je cite ce blog et le New York Times. La seule chose qui allait plus vite jusqu'à présent, c'était la rumeur. La chère rumeur. Donc, pour revenir vers vous, qu'est-ce qu'on peut espérer comme résultat majeur d'ici la fin de l'année, Yves ? La période actuelle est extrêmement intéressante et d'ici la fin de l'année, nous aurons des résultats très très forts sur la recherche du boson de Higgs, soit une première évidence, soit une quasi-exclusion du boson de Higgs en combinant les expériences Atlas et CMS. Il faudra probablement attendre les données 2012 pour finaliser, pour confirmer ou infirmer. Il faudra aussi beaucoup plus d'analyses au-delà pour vraiment remesurer les propriétés de l'objet si jamais on le découvre. Merci. Monica ? LHCb est une expérience de précision, donc nous allons continuer nos mesures de précision avec une statistique plus large, avec un nombre de canaux explorés plus large, et nous espérons de trouver des signes de déviation par rapport au modèle standard, et ça peut arriver n'importe quand, c'est difficile de dire. Christophe ? Eh bien, aujourd'hui, nous avons 4 fois plus de données que pendant l'été, donc évidemment, on va pouvoir améliorer tous nos résultats, notamment sur la recherche de la supersymétrie. Nous allons pouvoir également chercher de nouveaux canaux que nous n'avons pas encore étudiés. Merci Christophe, Monica, Yves d'avoir été les parrains de cette première émission. Merci François, merci Stéphane. Merci. Vous pourrez revoir cette émission sur le site CDS ou sur YouTube. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain, à la même heure et au même endroit.